Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur BFM TV. Il sera bientôt 23 h et outre-Manche, les tout derniers bureaux de vote sont en train de fermer leurs portes. Élections législatives aujourd'hui, sur fond de Brexit, d'attentats qui ont touché très durement la Grande-Bretagne ces 3 derniers mois. Les équipes BFM TV sont mobilisées sur place. Nous avons mis les couleurs qu'il faut et nous allons évidemment essayer de vous éclairer au mieux sur ce qui se passe ce soir et sur les enjeux pour les jours, les mois et les années à venir pour la Grande-Bretagne. Nous sommes avec Ulysse Gosset qui sera le seul francophone de cette table. Oui. Et c'est bien de ne pas sentir seul. Ulysse, nous sommes aussi avec Ivan O'Connell. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes vice-président des travaillistes à Paris, consultant en affaires européennes pour Aspect Consulting. Bonsoir Mark Dean, bienvenue, directeur adjoint du bureau parisien de Bloomberg, ancien correspondant à Londres. Avec nous également Jeremy Stubbs, bonsoir, président des conservateurs britanniques à Paris, universitaire écrivain. Vous écrivez également dans la revue Causeur. Et puis Hugh Schofield est avec nous. Bonsoir. Hugh, vous êtes journaliste, comme Hugh Grant. Vous êtes journaliste, correspondant BBC News à Paris. Welcome on board, gentlemen. Nous y allons. On va prendre la direction de Londres. Stéphanie Zenati est sur place pour BFM TV. C'est dans quelques instants, Stéphanie, que les bureaux de vote vont fermer. Je le disais, il y a le Brexit, il y a les attentats qui ont touché la Grande-Bretagne ces derniers mois. C'est un scrutin évidemment très singulier pour Theresa May. Absolument, un scrutin où tout l'enjeu va être pour la Première ministre de savoir quel est le score qu'elle va réaliser et si elle va avoir la large majorité qu'elle attend à la Chambre des communes. À l'heure actuelle, elle dispose de 17 sièges supplémentaires pour son parti par rapport à la majorité. Elle table aujourd'hui sur 40 voire 60 sièges supplémentaires. L'objectif, c'est d'avoir une majorité confortable pour lui permettre de négocier en position de force l'accord concernant le Brexit. Elle l'avait dit d'ailleurs lorsqu'elle avait convoqué ces élections le 18 avril dernier. Ce qu'elle veut, c'est assurer le meilleur accord possible pour la Grande-Bretagne. Alors au tout début de la campagne, elle partait largement favorite, Theresa May, avec plus de 18 points d'avance, sauf qu'entre-temps, l'écart s'est très nettement resserré entre les conservateurs et les travaillistes. Certains sondages évoquaient 12 points d'avance pour Theresa May ces derniers jours. D'autres en revanche estimaient qu'elle n'aurait pas 20 sièges supplémentaires et qu'elle serait donc en dessous, risque aussi de ne pas avoir la majorité absolue pour Theresa May. On a également rencontré des électeurs tout au long de cette journée, des électeurs notamment du parti travailliste ici à Londres qui étaient assez pessimistes. Une femme notamment qui nous disait qu'elle espérait que Theresa May n'ait pas plus de 50 sièges au-dessus de la majorité à la Chambre des communes. Quoi qu'il en soit, les premières estimations ici sont attendues d'ici 1 heure puisque les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Merci beaucoup Stéphanie Zenati qui est à Londres donc ce soir pour BFM TV. Première projection, premières estimations qui nous parviennent ce soir, c'est que les conservateurs sont en tête. Jeremy Stubbs, vous êtes confiant sur une victoire ce soir de votre parti? Je dirais que c'est probable, mais ce n'est pas le plus important. Il faut une marge confortable de victoire. Et là, on attend pour voir, c'est le suspense. Qu'est-ce qui serait une marge confortable pour que les gens comprennent? Combien de sièges d'écart faudrait-il à Theresa May pour qu'elle puisse se sentir à l'aise et mener les négociations qu'elle souhaite avec l'Union européenne? Et je pense que la majorité en ce moment, en termes pratiques, c'est de 17. Ce ne sont pas tous des députés conservateurs en tant que tels, mais qui votent avec le gouvernement. Il faudrait, je dirais, au moins 30 pour que ce soit respectable. Évidemment, si c'est plus, eh bien, comme on dit en français, je crois, c'est tout bénef. Ivan O'Connell, c'est quoi? Alors, vous croyez à une victoire des travaillistes ce soir? C'est possible selon vous? Les sondages, selon les sondages, probablement pas. Il y a un seul sondage pendant toute la campagne qui a donné les travaillistes devant, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, qui a mis les travaillistes 2 points devant. Pour vous donner de l'espoir. Voilà, exactement. Ce qui est plus probable, c'est que l'on soit entre, au mieux pour les travaillistes, un parlement sans majorité, où les travaillistes puissent composer avec, par exemple, les nationalistes écossais pour bloquer un certain nombre de réformes des conservateurs ou forcer les conservateurs à avoir une ligne plus douce sur le Brexit. Le pire résultat pour nous, évidemment, c'est de finir
en dessous du score qu'a fait Foot en 83, avec 203 sièges. Sur 650 du Parlement. Si on descend en dessous de ça, c'est un désastre. Mark Dean, en fait, les Français regardent cette élection en se disant l'enjeu c'est le Brexit, mais finalement la Grande-Bretagne a dit oui au Brexit, donc la Grande-Bretagne va sortir. Donc finalement c'est quoi? C'est l'enjeu d'un Brexit doux ou plus dur? C'est exactement ça, c'est tout l'enjeu de cette élection. Est-ce que Theresa May va avoir de la marge pour négocier? Elle a demandé cette élection express pour qu'elle gagne une majorité plus grande pour que les durs parmi les conservateurs n'ont pas le main sur elle pour qu'elle puisse dire on va par exemple agréer donner ou régler le facture avec l'Europe qui l'Europe demande ou un petit peu quand même donner une marge de négociation. Alors qu'il y a des conservateurs qui veulent ce qu'on appelle un Brexit dur, un hard Brexit, ça c'est autre chose. Donc elle a besoin d'agrandir sa majorité. Alors un élément Hugh Schofield qui nous parvient à l'instant, c'est qu'a priori les conservateurs perdraient leur majorité absolue selon les premières projections qui nous parviennent ce soir. L'élément que nous donne l'agence France Presse à l'instant, Ulysse, vous nous le confirmiez? Oui, la chaîne Sky News indique qu'il y a certes le parti conservateur reste le premier parti de Grande-Bretagne, mais avec seulement 314 sièges. Seulement 314 sièges. C'est moins de la moitié. Et moins de la moitié. Et les travaillistes gagneraient 34 sièges avec 266 sièges. Je vous rappelle que la majorité, il faut avoir sur 650 la moitié. Donc ça veut dire que le parti conservateur de Theresa May perdrait la majorité. Alors, ce n'est que le début, mais si c'est le cas, c'est pas simplement une baisse du nombre de députés, mais c'est aussi la perte de la majorité. Donc ça serait une très mauvaise nouvelle. Des questions sur le futur de Theresa May, je suppose, je sais pas, mais c'est elle qui a fait la décision qui était très polémique et pas du tout évident d'aller aux urnes. Donc si son pari échoue, et le cas que Ulysse a déligné, c'est un échec clair. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans le Parti conservateur qui vont dire bon, il faut quitter. Il faut être prudent. Il faut être très prudent. On va expliquer aux gens qui nous regardent que votre pays est un ami singulier qui s'est souvent couché avec un résultat et réveillé avec un autre. Et on l'a vécu à plusieurs reprises. Donc évidemment, tout ce que l'on vous donne, ce sont des projections. Ce sont des circonscriptions. Exactement. Donc les pourcentages veulent très peu dire. Donc ce ne sont pas des résultats. Non, absolument rien. Non. En tout cas, il n'y a pas de forte majorité qui se dégage pour Theresa May. Bon, ça, il y a un risque qu'elle n'ait pas la majorité. Donc ça veut dire que ça serait pari perdu, même si effectivement la nuit peut renverser la tendance. Mais c'est ce que disent les médias britanniques, Sky News, The Guardian, etc. Donc c'est le Télégraphe aussi. Donc c'est quand même une tendance. On aurait pu s'attendre à autre chose. Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est la cause les attentats ou les jeunes, c'était le grand sujet dans la semaine juste écoulée. Est-ce que les jeunes se mobiliseraient pour aller voter parce que c'est eux qui soutiennent Corbyn, qui a apparemment fait une campagne au-delà des expectations et des expectatives de la population, parce que tout le monde disait qu'il était nul, mais en fait, dans la campagne, il n'était pas si nul que ça. Mais selon ma lecture de ce qui s'est passé. Tout à fait. Alors juste pour vous dire qu'on voit en direct évidemment les bulletins qui sont donc centralisés et qu'on déplace l'ensemble des bulletins, et c'est cette course que l'on voit à chaque élection législative. Alors c'est singulier parce qu'en France on n'a pas ces images, mais on est en train de centraliser l'ensemble des bulletins, et vous voyez ces bulletins qui sont en train de voyager et qui vont être, ce n'est pas un jeu télévisé, ce sont bien les élections législatives en Grande-Bretagne, et on va commencer ensuite à décompter. Oui. D'ailleurs, Sunderland, qui est une ville du nord de l'Angleterre, c'est en général la première ville. En général, c'est Sunderland South, parfois Sunderland Central. Les circos de Sunderland font un peu la guerre entre elles pour être la première circo à déclarer son résultat dans la soirée. Donc c'est double enjeu ce soir, une forme d'interville de l'élection ce soir qui se joue aussi là-bas. Bon, reprenons notre sérieux 2 secondes. Ivan O'Connell, à l'instant, Hugh Schofield nous disait finalement, un peu comme Sanders l'a fait aux États-Unis, si je me lance dans une analogie, Corbyn, malgré son âge, malgré son expérience, malgré la défiance de son pari, semble séduire les jeunes. Ça peut être une des explications de ce qui est en train de se dessiner? Ça peut tout à fait. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, et c'est purement anecdotique pour l'instant, on a vu des queues plutôt longues dans les villes universitaires. On a vu beaucoup de jeunes se déplacer
en tout cas sur les différentes chaînes de télé. Donc cela semble se confirmer. Effectivement, Jeremy Corbyn, il séduit les jeunes non pas parce qu'il fait vieux papy un peu sympa, mais plutôt parce que justement les jeunes se retrouvent suite à 7 années d'austérité conservatrice avec des possibilités de plus en plus réduites au niveau de leur capacité à trouver du travail, au niveau de leur possibilité, s'ils sont un peu plus âgés, à acheter une maison, leur pouvoir d'achat et plus généralement les conditions de vie qui sont largement moins favorables que celles de leurs parents. Et donc, je pense que le Brexit, pour beaucoup, a été un réveil pour les jeunes. Les jeunes ne se sont pas assez déplacés. Et je pense que cette fois-ci, si les chiffres s'avèrent être vrais, et les chiffres sont vraiment préliminaires, il faut dire que les jeunes se sont réveillés et se sont dit, cette fois-ci, nos voix vont compter. Jeremy Stubbs, comment vous réagissez à ces premières projections qui donnent donc, on va le rappeler, ce sont des projections, ce ne sont pas des faits. Bien sûr. Et bien sûr. tout ce que nous vous disons là, c'est la difficulté des élections en Grande-Bretagne, mais ça n'est pas nécessairement ce qui se passera demain. Mais les projections disent maintenant plus de majorité absolue pour les conservateurs. Évidemment, sans litote, ce n'est pas un bon début pour nous. Bon, on verra bien après ce qui en résulte. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous mène vers des difficultés. Est-ce que vous pensez que la mobilisation des jeunes explique ce résultat qui semble se dessiner? C'est fort possible. Tout le monde parlait d'une mobilisation ou non des jeunes, parce qu'on sait que généralement, comment dirais-je, les vieux favorisent les conservateurs et les jeunes les travaillistes. Et comme l'a dit Evan, lors du référendum sur le Brexit, les jeunes ne sont pas mobilisés. Donc il y a peut-être une revanche des jeunes que nous essuyons en ce moment. Il y a aussi, il faut le dire, que nous avons eu un problème dans le manifeste avec le financement des aides sociales pour les personnes âgées. Donc il se peut qu'on ait perdu des votes parmi les personnes âgées, ce qui est assez sérieux pour les conservateurs. Oui, et c'était un point très important. Le grand erreur, le grand petit scandale, si vous voulez, que Theresa May a fait pendant la campagne, c'est d'annoncer cette politique qui s'agissait de taper un peu dans le patrimoine des vieux riches, si je puis dire, pour financer la sécurité sociale. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Et c'est là le point d'inflexion dans la campagne pour Theresa May. C'est surtout qu'elle est revenue dessus, en fait. Oui. Ce qui a fait d'elle, alors qu'elle passait pour une dame de fer, une girouette dans les têtes de beaucoup de gens. On va retrouver Aurélie Casse qui est à Londres pour BFM TV. Bonsoir Aurélie, vous suivez cette soirée électorale pour nous sur place. On a les premières estimations, donc les bureaux de vote sont fermés depuis 12 minutes maintenant. Il semble, pour l'instant, selon les premières estimations, donc toujours avec prudence, que Theresa May perde sa majorité absolue. Oui, et on croise pas mal d'anglais assez hébétés. D'ailleurs, on va vous les montrer. On est juste devant un pub où il y a Sky News en grand écran, puisqu'il y a des soirées électorales forcément un peu partout ici à Londres. Et puis vous voyez, voilà ces anglais qui se rassemblent devant la télé. On a vu se prendre la tête entre les mains tout à l'heure parce qu'ils hallucinaient en fait tout simplement en voyant ce résultat. Ils ne s'attendaient pas à voir ce chiffre 314. C'est le nombre de sièges, si l'on en croit des sondages de sortie des urnes. 314 sièges, ce serait le chiffre pour le Parti conservateur. Le Parti conservateur qui jusqu'à présent avait 331 sièges. Et le pari de Theresa May, précisément en convoquant ces élections anticipées, c'était d'en avoir davantage. Elle avait une majorité de 17 sièges, elle voulait plus. Elle voulait 50 sièges pour pouvoir négocier en position de force un Brexit pur et dur. Et bien là, elle perdrait la majorité absolue. Le pari est plus que perdu. Démissionnera-t-elle? Ça fait partie des questions qui se posent dès ce soir si ces sondages de sortie des urnes ensuite sont confirmés, puisque ce n'est qu'un début. Ensuite, les résultats vont tomber petit à petit dans la nuit. Le Labour, en tout cas, fait un chiffre plus important. Il fait, voilà, je suis un peu éblouie par la lumière, il fait 266 sièges, c'est-à-dire qu'il y a plus de 34 sièges pour le Labour, donc un chiffre plus important. On disait que les jeunes avaient peut-être la clé de cette élection, peut-être se sont-ils déplacés, on sait qu'ils votent à gauche, peut-être font-ils basculer ainsi l'élection. En ce qui concerne le Lib Dem, il ferait 14 sièges contre 8 précédemment, et c'est d'ailleurs ce que titre Sky News en ce moment. La majorité est possible, mais pas certaine. Si jamais on en reste à ces chiffres-là, Theresa May peut
peut très bien faire une alliance avec les libéraux démocrates et garder la majorité. Ça fait partie des possibilités ici au Royaume-Uni. Merci beaucoup Aurélie, on vous retrouve évidemment tout au long de cette soirée, on va essayer d'affiner les projections et de voir comment ça se passe. Vous êtes avec Maxime Vigier, Florence Usny et puis toujours ces images qu'on vous a montrées tout à l'heure et que l'on continuera de vous montrer. On fait la course pour être la première circonscription à dépouiller, à donner les résultats et donc vous voyez ces enfants qui courent, on met les bulletins dans des boîtes et on fait la chaîne humaine pour aller le plus vite possible. Quel est l'état de la popularité, Hugh Scofield, de Theresa May en Angleterre? Comment est-elle perçue par la population? On va rappeler ce contexte très spécial, donc le Brexit voté il y a un an. Et puis là, 3 mois, 3 attentats qui ont touché la Grande-Bretagne. Comme nous avons entendu, elle avait une image qui était assez positive d'une femme qui était stable, qui était fiable, qui était tenir les gouvernails du bateau dont la tempête qui frappait. Mais je crois, j'ai l'impression, vu d'ici, parce que j'ai pas été en Grande-Bretagne, mais j'ai l'impression que cette image-là, un petit peu, je sais pas, mais s'était effondrée un petit peu, surtout à cause de cette affaire de U-turn, de cette virement sur les âgés, mais aussi parce que elle a pas apparemment pas fait très bonne campagne. Son image est un peu rigide. On parle beaucoup d'une campagne où on ne parlait pas des grands enjeux. Brexit, qui a à peine été mentionné dans la campagne. Et comme si elle disait à la population, restez calme, c'est moi qui va tout faire pour vous. Mais enfin, c'était pas très... Il n'y a pas beaucoup de chaleur là-dedans, il n'y a pas beaucoup de... elle a pas beaucoup... Et puis, elle a rechigné à participer dans un débat avec Jeremy Corbyn, qui n'a peut-être pas fait très bonne impression non plus. Donc, je crois que c'est une grande part du blâme. Là, ça serait sa personnalité à elle. Ouais, c'est une bonne patronne ou pas pour les conservateurs, Theresa May? Elle n'a jamais été ma patronne, mais en quelque sorte... chaque leader a ses propres atouts. Ouais. Et quand tout le monde s'est tourné vers elle, après le référendum l'année dernière, c'est quelqu'un qui reste solide, qui reste droit dans ses bottes, en quelque sorte. Et il est vrai qu'une campagne telle que celle-ci, il faut faire preuve d'un peu plus de charisme, en quelque sorte. En 2015, par exemple, David Cameron avait commencé par faire une campagne un peu terne. Et à un moment, quelqu'un lui dit, il va falloir sortir et faire preuve d'un peu de passion. Donc il est sorti, il a fait des discours un peu enflammés, un peu personnels. Et il a su communiquer cette énergie, donc il a rattrapé la chose. Theresa May, je pense qu'elle a commencé ce mouvement trop tard. Elle a commencé ce mouvement vraiment mardi, 2 jours avant le vote. Donc il y a peut-être une erreur de calcul, on verra bien. Ouais, et en même temps, il y a eu donc ce contexte, mardi, on l'a rappelé, de sécurité particulier. D'ailleurs, il y a eu une polémique autour de Theresa May. Elle a été ministre de l'Intérieur, elle a réformé les forces de l'ordre britanniques, supprimant 20 000 postes. Et ses adversaires politiques lui ont reproché ces derniers jours. Une fois qu'on commence à reprocher son bilan en tant que ministre de l'Intérieur, je pense que ça a été un problème. Et bien évidemment, ces moments des attentats terroristes qu'on a connus aussi en France, c'est des moments de grande émotion et ça a certainement basculé la campagne dans les derniers jours. On aurait pu très facilement aussi, il me semble, parce que c'était mon pari à moi, dire qu'il faut mieux avoir quelqu'un qui est là plutôt que Corbyn qui n'est pas vraiment fiable envers le terrorisme, tout ça, selon beaucoup de gens. Mais apparemment, la population, les votants n'ont pas fait ce calcul du tout. Attention, quand même, le parti majoritaire, on n'a pas tout perdu. C'est vrai. Yvan Le Connell. D'ailleurs, on a vu Theresa May a eu un impact très négatif sur le score des conservateurs, si encore une fois ces premiers sondages sont vrais. C'est en grande partie à cause de sa personnalité, effectivement. On a vu des moments où elle paraissait presque robotique en fait. Il y a eu un fameux moment où elle a mangé des fish and chips et on avait l'impression que c'était un peu le moment du bacon sandwich de Ed Miliband en 2015. Le côté maladroit, le côté manque de naturel total et je ne sais pas comment manger mon fish and chips. Exactement. Et tout ça a joué. Si les chiffres s'avèrent vrais,
nous sommes tout de même derrière les conservateurs, il faut le reconnaître. Les conservateurs pourront probablement construire une majorité avec soit les Lib Dems, si les Lib Dems ont assez de sièges, ce qui n'est pas sûr, hein, soit éventuellement avec les partis unionistes de l'Irlande du Nord, si une majorité au moins de circonstances, pour essayer de faire passer des réformes, mais ce sera difficile. Le fait que le Royaume-Uni soit une démocratie totalement parlementaire, ça joue beaucoup. Ce n'est pas une présidentielle française où soit vous êtes in ou out, soit vous avez gagné ou vous ne pouvez pas gagner. Le Parlement est fluide et il faut tenir la confiance du Parlement, et tout ça va jouer sur le moyen terme. Si Theresa May n'a pas de majorité à la sortie de cette élection, elle est très affaiblie. Pour les conservateurs, c'est autre chose. Mais et avec les négociations pour Brexit et avec son propre, elle n'avait pas besoin de cette élection. Donc elle est quand même. C'est elle qui l'a convoquée, cette élection. C'est important de le rappeler. Elle souhaite avoir une majorité plus large pour négocier plus fortement. L'accusée de cynisme. Attention, elle n'a pas le droit de convoquer des élections. Oui, c'était un abus de langage à la française. Oui, on peut le dire un peu. C'était. Je ne voulais pas vous choquer. L'État, c'est moi. En fait, aujourd'hui, elle doit proposer au Parlement de convoquer des élections. Donc, il y a même des travaillistes qui voulaient des élections. C'est pas elle seule qui a imposé son caprice. Alors, juste, je vous donne cette information et je me tourne vers Ulysse Gosset parce que on parle des conséquences de ce scrutin qui sont très importantes, qui dépassent la vie des politiques, des partis politiques britanniques. La livre sterling chute. Là, au moment où on se parle, après les premières estimations sorties des urnes, il y a une conséquence économique et conséquence en chaîne liée aux négociations de la sortie de l'Union européenne. Oui, et je dirais que pour la Grande-Bretagne, c'est pas une bonne nouvelle. Le fait qu'il n'y ait pas une claire majorité, quel que soit le camp, c'est pas une bonne nouvelle parce que effectivement déjà on commence à ressentir les effets du Brexit, les premiers effets. Jusqu'à présent, ça s'était plutôt bien passé pour l'économie britannique, et là, ça commence à aller un peu moins bien. Et puis d'autre part, c'est compliqué à gérer parce que effectivement, Theresa May a fait un pari qu'elle a visiblement perdu, qui consistait à dire je veux avoir les coudées franches pour aller négocier le divorce à Bruxelles dans de bonnes conditions. Et là, on va avoir une Grande-Bretagne, je dirais, instable ou en tout cas affaiblie. Et le risque, c'est que certains fassent pression sur Theresa May dans le sens qui les arrange. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'au fond, Theresa May puisse aller négocier un Brexit pas forcément le plus dur qui soit, pour aller donc essayer de trouver un accord le plus rapidement possible et sortir la tête haute de la négociation. Là, ça complique vraiment les choses et il va falloir gérer tout ça. Donc pour les Britanniques, c'est pas une bonne nouvelle cette instabilité, et ça ouvre une période où il y aura très certainement des conflits au Parlement sur la ligne à adopter à Bruxelles. Et donc pour nous les Européens et pour les Français, ceux qui restent dans l'Union européenne, ça veut dire que le travail de négociation qui s'annonce va être encore plus difficile à gérer que prévu. Totalement. Alors, je souhaiterais tout de même nuancer, c'est pas une bonne nouvelle sur le court terme. Parce que les Britanniques, d'abord, politiquement, aiment la stabilité. Les marchés britanniques aiment la stabilité. Les Britanniques ne sont pas habitués au gouvernement non majoritaire. Et ils en ont eu très peu au cours de leur récente histoire. La coalition de 2010 à 2015, ils l'ont plutôt mal vécu. Cela dit, à moyen terme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un Brexit plus doux, qui veulent empêcher la frange la plus dure des Tories d'avoir la main pour imposer une vision plus stricte du Brexit. C'est un peu compliqué ça. Une question qui se pose, est-ce que vous pensez, vous qui êtes britannique et donc plus compétent que tous, est-ce que ça peut remettre en cause le Brexit? Est-ce que s'il y a une instabilité, jamais, vous êtes certain? Non, à Bruxelles, il y en a qui en rêvent, mais pas possible. Mais il y en a qui rêvaient que ça serait une sorte de référendum et peut-être il y aurait une ressurgence de tous ceux qui étaient pour le Remain, qui voteraient pour les Lib Dems, le seul parti qui est très très pour l'Europe. Mais les Lib Dems, ils ont quoi, 15-16 sièges dans ces prévisions. Donc non, mais ça c'est pas sur la table, pas du tout. Il me semble. Oui, je pense ici il y a trois principes à signaler. J'essaierai de simplifier. D'abord, il ne peut pas y avoir de coalition parce que les intérêts sont trop divergents. Donc, si jamais dans notre pire
mon pire cauchemar, c'est que ces résultats se maintiennent. Ça veut dire qu'on est dans une période de gouvernement très difficile selon les traditions britanniques. Il n'y a pas d'alliance possible, comme Evan l'a dit, avec les Lib Dems et les conservateurs. Ils sont complètement opposés sur le Brexit. Deuxième principe, on parle beaucoup d'un Brexit dur ou doux. Je n'y crois pas du tout. Un Brexit, c'est un Brexit. Et voilà, il y a un Brexit réaliste. Il y a le Brexit qu'on pourra obtenir de manière réaliste. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, même les deux grands partis disent très peu sur ce qu'ils veulent faire avec ce Brexit, parce qu'ils savent que c'est un terrain miné. C'est pour ça que Theresa May voulait les coudées franches. Et puis, je pense aussi que, troisième principe, les points de vue sur le Brexit des conservateurs et des travaillistes, et on verra ce que dira Evan, mais dans une grande mesure, il faut dire que l'Europe, l'Union européenne, le marché unique, c'est un système libéral. Monsieur Corbyn, les travaillistes, ils veulent des nationalisations, ils veulent toutes sortes de mesures qui sont un peu incompatibles avec les valeurs européennes. Donc, c'est ça le problème. Dans un instant, nous aurons donc ce débat. Vous aurez cette discussion avec le représentant des travaillistes sur ce plateau. Restez avec nous, messieurs. On va retourner à Londres dans quelques secondes pour faire le point avec nos équipes qui sont mobilisées sur place. Si vous nous rejoignez, première projection disent donc que ce serait plutôt une défaite pour Theresa May. Pas dans le sens comptable, mais elle perdrait tout de même sa majorité absolue. On vous explique tout ça dans quelques instants. Tout de suite. Vous regardez BFM TV à 23h30, édition spéciale de Grand Angle. Vous le voyez derrière moi, nous sommes un peu à Londres ce soir pour les élections législatives britanniques anticipées. Un an après le Brexit, sur fond d'attentats qui ont touché la Grande-Bretagne 3 fois en 3 mois. Pour l'instant, Theresa May, selon les premières projections, est en train de perdre sa majorité absolue, ce qui est une forme de séisme en Grande-Bretagne. La première ministre britannique qui espérait avoir une majorité plus forte, plus assise pour pouvoir négocier plus sereinement à Bruxelles la sortie de l'Union européenne. Vous voyez ces images toujours impressionnantes des premières circonscriptions. On est à Newcastle, tout à l'heure c'était à Sunderland. On fait un genre de course pour essayer de donner les résultats au plus vite, ce qui explique que tous ces enfants courent, se passent des boîtes à l'intérieur desquelles se trouvent les bulletins de vote, et on fait donc au plus vite pour remporter donc le titre officieux, symbolique avant toute chose, de la circonscription qui a donné les premiers résultats. Nous avons un plateau So British ce soir avec Ulysse Gosset pour la partie française. Frenchy. Exactement. En revanche, ensuite, c'est complètement british. Nous sommes avec Evan O'Connell qui représente les travaillistes sur ce plateau, Mark Dean qui est de Bloomberg à Paris. Nous sommes avec Jeremy Stubbs qui représente les conservateurs et avec Hugh Schofield qui est journaliste pour la BBC News. Ici à Paris. Aurélie Casse est à Londres pour BFM TV. Aurélie, je le disais à l'instant, c'est une forme de séisme qui est en train d'intervenir en Grande-Bretagne. Si les projections sont confirmées, ouais, il y a du vent, il y a de la pluie, on est bien en Grande-Bretagne. Aurélie, faites-vous aider pour le parapluie. C'est pas sympa de tout tenir en même temps, ça reste un peu compliqué. Bon, les résultats qui s'annoncent risquent de changer les choses. Je sais pas si c'est un clin d'œil... On ne sait pas si c'est un clin d'œil météo, mais tout d'un coup, c'est la tempête. Il y a de très fortes rafales de vent là où nous nous trouvons. Oui, la majorité est possible, mais elle n'est pas certaine. Theresa May avait fait un pari. Elle voulait avoir plus de sièges à l'Assemblée. Pourquoi ? Pour être en position de force et négocier un Brexit pur et dur. Résultat, elle aurait perdu sa majorité absolue. Je dis elle aurait. Le conditionnel est très important, puisque pour l'instant, nous n'avons que des sondages de sortie des urnes. Les résultats vont tomber au fur et à mesure de la nuit. Et pour tout vous dire, les résultats officiels, ce sera à 16h demain. Alors pour le moment, on parle de 314 sièges pour le Parti conservateur contre 331 avant. Elle perd la majorité absolue, mais elle peut former une coalition avec le Parti centriste et les libéraux démocrates qui sont passés de 8 à 14 Parce que votre micro n'est plus du tout devant votre bouche, Aurélie, donc on ne vous entend plus du tout. On va vous retrouver dans quelques... Pardon, oui, voilà. Excusez-moi. Non, oui. C'est en détail. Donc voilà, il faut ça. parler dans le micro, Aurélie. Redites-nous les chiffres que vous avez sur les projections. Ouais, j'avais oublié. En fait, j'arrive pas à la fois tenir mon micro et mon cahier. Je vais utiliser mes deux mains. C'est peut-être mieux, donc je ne sais pas à quel moment vous ne m'entendiez plus, mais ce que je disais, c'est qu'elle aurait 314 sièges contre 331 avant, mais que les libéraux démocrates sont passés de 8 à 14. Et si on additionne 314 avec 14, ça fait 328. Oui, la majorité est possible, mais à la condition d'une coalition. C'est ce qui ressort ce soir. Le Parti travailliste, lui, augmente ses sièges et passe donc à 266 sièges.
Ce qui nous fait penser que peut-être que les jeunes se sont mobilisés. On disait qu'ils avaient la clé de cette élection. Peut-être qu'ils sont massivement allés voter aujourd'hui pour le Parti travailliste. Mais je le répète, soyons patients. Merci beaucoup Aurélie. Allez vite vous mettre à l'abri. Maxime Vigier et Florence Usigny avec vous également. Messieurs, juste avant notre rapide coupure, vous aviez un débat naissant sur ce qu'est un Brexit. Est-ce que ça doit être un Brexit dur, doux? Vous nous disiez, Jeremy Stubbs, il n'y a pas de Brexit dur ou doux, il y a un Brexit point. Ivan O'Connell, ce n'est pas votre avis? Non, du tout. Du tout. Je pense qu'il y a une très grande différence entre oui ou non accepter d'être dans le marché unique avec tout ce que ça implique au niveau de la liberté, de la libre circulation des personnes. Je pense qu'il y a énormément de nuances entre les différents arrangements. Alors, on essaye de mettre des étiquettes dessus, arrangement à la Suisse, arrangement à la norvégienne, une copie du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc plein de modèles possibles et toutes les nuances entre ces modèles. Et justement, je pense que si ces résultats se confirment, on aura une majorité parlementaire de partis qui soutiennent un Brexit moins dur, un Brexit où le Royaume-Uni garderait des liens plus forts avec l'Union européenne. On ne reviendra pas sur le Brexit, mais on aura pour principe de base que le marché unique, ou quelque chose qui y ressemble, c'est l'idéal. Mais je crois qu'il y a une troisième possibilité qui est qui est la pire des choses, une cacophonie. Pas de clarité, c'est ça le grand risque, il me semble maintenant. Nous, on parle maintenant de dur ou pas si dur que ça, mais la vérité, c'est que personne ne sait. Et avec ça, la clarté, c'est fini. Et c'est ça, c'est le pire des choses pour les conservateurs et pour l'Europe aussi, je dirais. Parce que maintenant, il y a eu risque que les durs des conservateurs pèsent sur le débat beaucoup plus. Jeremy Stubbs, vous voyez pas de nuance, vous, dans les renégociations avec Bruxelles? Vous dites on sort, peu importe, il n'y a pas de différence? Mais, comme je l'avais dit, c'est un peu compliqué. Disons que d'abord, vous avez dit là, votre journaliste a dit qu'elle d'échelle de quoi faire un Brexit pur et dur. Ce n'est pas du tout le cas, à mon avis. Il s'agit surtout d'éviter le chaos chez nous sur ce sujet. C'est là où elle veut avoir la force. Ce n'est pas tellement contre les Européens, mais chez nous. Et là, on n'a plus cette force. Et puis l'idée... Tout le problème du Brexit, c'est que toutes les solutions qui existent déjà, canadiennes, rester dans le marché unique, etc., ça ne marche pas. Il faut une solution uniquement adaptée au Royaume-Uni. Et cette solution-là, il faut de la négociation pendant quelques années pour y arriver. Si le livre chute ce soir, maintenant, c'est parce que le Royaume-Uni a déjà déclenché l'article 50. Le temps se passe, c'était en mars. Ça veut dire il y a une limite de 2 ans. Et s'il n'y a pas quelque chose négocié d'ici 2 ans, qui est extrêmement courte, même pas 2 ans en net, doit être 21 mois là maintenant. C'est ça le problème. Et si maintenant on veut perdre encore quelques mois, 3 mois, on va dire, chercher un gouvernement ou faire différent, ou voir qui va être à la tête ou quel Brexit on va essayer de négocier depuis Londres, c'est ça ce qui met le Royaume-Uni en difficulté ce soir. Et elle a promis une négociation forte et stable. Et c'était la promesse qu'elle a faite avant les élections. Mais comment, où la stabilité maintenant? C'est pour ça que je crois que c'est catastrophique pour elle. En 30 secondes, s'il vous plaît, Ivan O'Connell. Alors, je dirais tout simplement que déjà ça ressemble fort au pari perdu de David Cameron, c'est-à-dire mettre les intérêts internes du parti devant les intérêts des Britanniques. Elle a essayé de régler une guerre civile au sein de son parti, mais pas une guerre civile, mais cette guerre civile existe dans le pays. C'est ça la réalité. Apaiser son parti. Elle a perdu son pari parce qu'elle a perdu sa majorité. Au-delà de ça, juste très rapidement, je dirais que 3 mois de cacophonie avant de définir une position, sachant que l'on s'approche de l'été, la pause où rien ne se passe à Bruxelles, jusqu'en septembre, je pense qu'on n'a pas tant à craindre que ça.
Grand angle à l'heure british ce soir pour les élections législatives en Grande-Bretagne. Les bureaux de vote ont fermé à 23h heure française pour les derniers. On est en train de dépouiller. Vous voyez ces gens qui se pressent pour avoir les résultats le plus rapidement possible. À minuit, on devrait avoir les premiers résultats, vraisemblablement à Sunderland. C'est un peu une tradition là-bas. On suivra ça évidemment ensemble en direct. Nous sommes ici avec nos invités anglais, tous, sauf Ulysse Gosset. Ulysse, rappelez-nous où on en est des premières projections ce soir. On rappelle avec extrême prudence qu'il s'agit bien de projections et non pas de résultats partiels. Oui, alors la nouvelle que l'on peut annoncer, c'est que le Parti conservateur conserve la majorité. Ça reste le plus grand parti en Grande-Bretagne. Cependant, Theresa May perd environ 16 sièges par rapport à la Chambre précédente. Donc ça serait une défaite de Theresa May puisque le Parti conservateur aurait aujourd'hui 314 sièges contre 330 et le Parti travailliste fait une remontée spectaculaire, l'une des plus importantes depuis les années 90, avec aujourd'hui 266 sièges contre 229 dans l'Assemblée précédente. Donc ça veut dire que finalement, aujourd'hui, Theresa May n'a plus de majorité pour gouverner, elle va devoir faire une coalition si elle le peut, et si elle ne peut pas, eh bien les travaillistes sont en mesure éventuellement de gouverner si eux arrivent à obtenir le soutien d'autres partis. Et je note à cet égard qu'il y a une déclaration intéressante, c'est que la Premier ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, affirme ce soir qu'elle pourrait aider Jeremy Corbyn, le travailliste, à former une coalition. Ouais. Donc, en fait, on est dans une situation qui est inextricable, avec des deals, des accords qui vont se nouer en fonction des résultats. Et répétons quand même que la nuit sera longue et qu'il y a environ une 60aine de sièges où les résultats sont tellement serrés qu'on ne peut pas vraiment les attribuer. Donc, prudence encore ce soir. Et on va rappeler que ces élections législatives, Theresa May les a souhaitées pour avoir une majorité plus large que la majorité qu'elle avait, pour négocier avec plus de confort à Bruxelles la sortie de l'Union européenne. Si les résultats en restent là, Ivan O'Connell, est-ce que Theresa May elle peut rester au 10 Downing Street? Est-ce qu'elle peut rester Premier ministre? Je ne vois pas comment. Si les résultats sont tels que les sondages de sortie des urnes, les travaillistes pourront difficilement accéder au pouvoir parce que les conservateurs pourront probablement, avec les partis de l'Irlande du Nord, avoir une majorité de travail très très fine. Et donc je vois difficilement comment les travaillistes puissent avoir une majorité même avec le SNP écossais. Après, Theresa May, c'est clairement une défaite pour elle. Je pense que tous mes contacts conservateurs m'ont dit unanimement que la campagne a été mauvaise, qu'elle a été une mauvaise candidate. Et je pense que, à moins que les sondages se trompent énormément, elle ne sera pas là dans quelques semaines. Demandons aux conservateurs de la soirée, Jeremy Stubbs, est-ce que Theresa May, si le résultat en reste là, peut rester Premier ministre selon vous? Ou est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle personnalité au sein de votre parti pour incarner Tout est possible. Je ne voudrais pas l'enterrer trop vite. Parce qu'il faut dire que ça fait quand même 2 semaines qu'on parle des difficultés, de la fin de Theresa May. On va voir. Mais évidemment, quand on a fait un pari pareil, on est un peu obligé de prendre ses responsabilités après. Mais la question... En quelque sorte, il y a une question encore plus grande que celle de Theresa May, c'est celle du Parlement. Et c'est ça la première question. Il se peut qu'elle reste le temps d'organiser les choses, mais pour le moment, personne ne peut rien dire sauf s'adonner à des spéculations. Bien sûr. Alors, Mardine, vue de France, c'est évidemment toujours une élection un peu plus compliqué pour nous parce que ce n'est pas le même mode de scrutin, ce n'est pas la même représentation, la même représentativité. Ce qui veut dire qu'on est forcément obligé de prendre le patron du parti qui gagne en gros pour le mettre Premier ministre, ou est-ce que les conservateurs demain peuvent se dire on a un Boris Johnson qui est quelqu'un que l'on connaît, qui est pour un Brexit très dur, qui serait le Premier ministre est la personne qui peut commander une majorité dans le Parlement. Et donc, il n'y a pas de règle fixe. Theresa May, elle n'a pas gagné une élection auparavant, pas une élection nationale comme ça, en tant que leader des conservateurs. Donc, oui, tout à fait, les conservateurs peuvent changer de tête de pays. Ils peuvent être aussi un gouvernement de l'Union nationale. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. De toute façon,
façon, ce qu'il faut garder en tête, c'est la politique, c'est la politique. Et c'est une question de perception. Quand elle a déclenché cette élection, Theresa May attendait, tout le monde disait, elle aura elle va augmenter sa majorité par un chiffre de 100. Si elle avait même revenu, ou si elle arrive encore à revenir avec une majorité exactement pareille, ça va être perçu comme une défaite quelque part. Donc si elle perd carrément la majorité, je pense que c'est quand même très très compliqué pour elle. Ouais, je parlais de Boris Johnson, c'est l'ancien maire de Londres, à la tignasse blonde un peu singulière et qui est désormais au gouvernement. Hugh Scofield, vous la voyez partir aussi, Theresa May, si le résultat devait être même si elles peuvent en principe former un gouvernement, je crois que si les résultats se confirment, elle a perdu le pari à tel point qu'il y aura une pression énorme sur elle, parce qu'elle n'aura pas la confiance du parti, des élus dans le Parlement, qui est le plus important. Donc, moi, je parierais maintenant pour une nouvelle leader dans les jours ou semaines qui viennent, mais plutôt plus rapidement. On a vu David Cameron qui s'est, après le référendum, il est parti tout de suite. Oui, j'avance un peu trop, je sais, mais dans le scénario qui se dessine. C'est un peu dans la coutume britannique, d'ailleurs. Hein. Les leaders de partis, en général, quand ils perdent une élection, ils partent relativement vite, voire très vite. C'était le cas de tous les leaders des deux grands partis. Depuis Neil Kinnock, c'était le dernier à perdre une élection en 87 et resté. Depuis, plus personne n'a perdu une élection et décidé de rester. La difficulté, il est possible qu'elle perde pas en termes de chiffres, mais en termes de morale, du sentiment, elle aura perdu. Non, c'est une défaite. Quel est le degré de surprise, Mark Dean, pour vous ce soir ? À quel point vous êtes étonné de ces premières projections? Je suis étonné, hein, très franchement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une semaine, il y a 10 jours, on avait tout le périple, le mouvement avec les travaillistes dans les sondages, mais puis ça s'est calmé et a priori, on attendait ce soir que Theresa May revient avec une majorité. Donc c'est quand même une très... Bon, si ça s'avère le vrai résultat, et encore une fois, je pense que il faut penser à ça, ça peut changer pendant la nuit, mais c'est quand même inquiétant. Ce que nous disent les équipes qui se trouvent à Londres en ce moment, c'est que la télévision britannique, Ulysse, on se pose la question de savoir si Theresa May peut rester. Hein. C'est ce qui occupe les télévisions où on se parle. Mais oui, parce que c'est la question, et je repense en fait maintenant ce soir à David Cameron. Vous vous souvenez du pari perdu de David Cameron? Il a perdu le référendum sur le Brexit et il a démissionné très rapidement. Theresa May perd l'élection qu'elle a elle-même déclenchée, elle s'est retrouvée piégée. Est-ce qu'elle peut rester? Selon la tradition britannique, ça paraît difficile. Attendons de voir si la nuit, effectivement, confirme ce résultat ou pas. Mais en tout cas, elle n'aura pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire aller à Bruxelles avec le Brexit qu'elle souhaitait, c'est-à-dire effectivement pas forcément un Brexit dur, mais quelle est vraiment la marge de négociation pour dire j'ai le soutien de mon peuple, j'arrive à Bruxelles en position de force, et peut-être pour un Brexit réaliste, comme vous le disiez très justement, et pas un Brexit dur. Ce scénario-là explose ce soir, quel que soit le résultat final. Et comme quoi la politique, faut jamais dire jamais. Un an après le Brexit à peine, hein. Nous allons revenir dans quelques instants, messieurs, restez avec nous. Ces images que vous avez vues, on était à Sunderland en train de dépouiller très très rapidement. Pourquoi? Parce que dans 8 minutes, normalement 7 minutes 45, vous aurez le premier résultat. Pas estimation, résultat. Première circonscription, traditionnellement c'est Sunderland qui a envie de garder ce titre. Donc on attend les premiers résultats dans 7-8 minutes. Nous retournerons à Londres avec nos équipes et nous continuerons à échanger ici sur les enjeux, les conséquences de cette première projection, de ces possibles résultats. Restez avec nous tout de suite. Bientôt minuit, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, édition spéciale de Grand Angle consacrée aux élections législatives en Angleterre. Les bureaux de vote ont fermé il y a 1 heure. Pour les derniers, on est en train de dépouiller sous haute sécurité, vous le voyez, à Sunderland. Premier résultat attendu dans moins d'1 minute dans cette circonscription. C'est une tradition en Grande-Bretagne. Les projections donnent Theresa May gagnante, les conservateurs gagnants, mais en fait Theresa May perdante en un sens. Elle perdrait sa majorité absolue. On va vous expliquer tout ça, les conséquences pour le Brexit, les conséquences personnelles pour Theresa May. Nous en parlons ce soir avec
Mark Dean qui est avec nous de Bloomberg, qui n'est pas anglais, contrairement à ce que j'ai dit, mais canadien. Excusez-moi pour cette erreur. Mais vous êtes un sujet de Sa Majesté. Nous sommes avec Evan O'Connell pour les travaillistes. Patrick Martin-Genier nous a rejoint. Bonsoir, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po. Vous avez écrit L'Europe a-t-elle un avenir? Premier résultat donc dans quelques instants. C'est important de faire la distinction. Les projections, elles nous sont parvenues à 23 h. Premier résultat, ce sera juste Sunderland. Ça ne dit rien de l'ensemble du scrutin. Pour l'instant, Patrick Martin-Genier, c'est une défaite personnelle pour Theresa May qui a souhaité ces élections. Alors son parti l'emporte, il a plus de voix que les autres, mais elle perd la majorité absolue. Alors, elle reste en tête, mais effectivement, c'est une défaite personnelle parce qu'elle avait considérablement personnalisé le scrutin. Elle avait dit, il faut me donner un mandat très clair pour négocier un Brexit, et tant qu'à faire, un Brexit assez dur. Et aujourd'hui, elle risque de perdre sa majorité. Je vous rappellerai qu'au début de la campagne, lorsque le Parlement a été dissous, elle avait une avance située entre 20 et 24 points. Ça devait être une victoire éclatante qui devait lui donner au-delà de la majorité absolue, entre 100 et 150 sièges. Et on avait dit, en deçà de 80 et 50 sièges de majorité, ce sera un échec. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a environ 76 sièges qui restent encore à déterminer. D'ores et déjà, on peut dire effectivement qu'elle a perdu son pari, je pense, avec le Parti travailliste qui augmente quand même ses sièges d'environ 25. Donc c'est quand même une défaite pour Theresa May, même si elle reste en tête pour l'instant. Ça va être extrêmement difficile pour elle demain matin à la tête du Parti conservateur. Et si elle reste à la tête du gouvernement, très difficile pour les négociations avec l'Union européenne. Alors même si, je suis obligé de le dire, on s'est déjà couché avec un résultat, réveillé avec un autre, chez nos amis anglais, donc il faut être extrêmement prudent. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il advienne, Mark Dean, ça n'est pas le résultat qu'escomptait Theresa May. Il y a très peu de chances maintenant qu'on se réveille demain avec une chambre qui soit très majoritairement conservatrice. Elle a espéré augmenter sa majorité par 100. Et elle perd la majorité, c'est pas du tout ça. Donc ça la met en difficulté, c'est sûr. Vous pouviez penser que ça arriverait, ça, Jérémy Staub, ou c'est une surprise complète? C'est un choc, et vous pouvez me regarder souffrir en public, mais non, on savait que le pari n'allait pas être tenu exactement comme prévu, qu'on baisse tellement, peut-être pas. Mais au fond, elle a lancé cette campagne en croyant que le sujet fondamental, ce serait le Brexit. Et en fait, le vrai terrain était ailleurs. Ouais. On a parlé d'autre chose. Donc le Brexit, c'est le fantôme, en quelque sorte, qui nous hante, mais on n'arrive pas à l'exorciser. Evan O'Connell, petit clin d'œil, vous me disiez tout à l'heure la circonscription de Sunderland s'enorgueillit à chaque élection législative de donner les résultats le premier. C'est Newcastle qui les donne en premier. Donc c'est un petit événement, voilà, je vous le donne comme ça. Au passage, et c'est le Labour qui l'emporte à Newcastle. Central même, oui. Voilà. On va retrouver Aurélie Casse qui est à Londres pour BFM TV. Aurélie, donc projection, premier résultat qui nous parviennent ce soir pour Newcastle, c'est évidemment complètement parcellaire. Projection en revanche, on le disait, très défavorable à Theresa May qui voulait, elle, une majorité très large. Aurélie Casse qui ne m'entend pas. Donc, nous allons poursuivre. Si, vous m'entendez Aurélie ? C'est que Theresa May a remporté 314 sièges. Elle avait tenté un coup de poker. Elle espérait avoir une majorité de 50 sièges alors qu'elle avait déjà une majorité de 17 sièges. Et bien apparemment le pari est complètement perdu puisqu'elle perd la majorité absolue avec 314 sièges. Il y a une percée du Parti travailliste qui gagne 34 sièges. C'est ce qu'on constate là ce soir. Ce sont vraiment les sondages sortis des urnes. La majorité est possible si elle s'allie avec les centristes, mais n'est pas certaine. Et puis on aura des résultats qui tomberont à minuit, heure de chez vous. Premiers résultats qui viendront notamment de plusieurs fiefs travaillistes où par ailleurs le parti UKIP, le parti europhobe, est très bien implanté. Ce sera intéressant de voir de quel côté ont basculé les électeurs de UKIP. Le parti est en pleine débâcle, de voir s'ils ont basculé de côté conservateur ou côté travailliste. Les résultats vont tomber comme ça petit à petit dans la soirée. On aura un regard plus clair sur ces élections vers 4 h du matin. Merci beaucoup, ça vous promet une longue nuit chouette. Aurélie Casse à Londres pour BFM TV avec Maxime Bigier et Florence Suzini. Patrick Martin-Genier.
Oui, je veux dire, votre correspondante disait 50 sièges d'avance. Elle l'espérait en réalité, on espérait bien plus. Donc c'était le minimum de ce qu'elle devait faire et elle risque de ne pas obtenir ces 50. Et je crois que Theresa May s'est trompée non pas de scrutin mais de débat. Puisque donc du Brexit, il a été question, mais pas tant que ça pendant la campagne. Le débat s'est déplacé sur le terrain économique et social. Le manifeste du Parti conservateur a été très flou sur un certain nombre de choses et notamment sur les dépenses que devaient faire les personnes âgées pour financer les soins à l'issue. Et notamment le fait de savoir s'ils allaient vendre leurs biens immobiliers pour financer les dépenses de santé. Elle n'a pas su apporter ou rassurer l'électorat, également sur le plan économique et social, des hésitations sur la santé, sur le service national de santé qui est dans une situation très difficile, également sur la fiscalité qui allait devoir payer un peu plus que les autres, donc elle n'a pas été très claire, elle a beaucoup hésité et je crois que c'est véritablement son leadership qui a été mis en cause, premièrement. Deuxièmement, malheureusement, et ce n'est pas de sa faute, ce sont les terribles attentats qui ont lieu à Londres, à Manchester, qui ont redistribué les cartes en quelque sorte, mais notamment parce qu'elle a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans sous le gouvernement de David Cameron, et naturellement Jeremy Corbyn l'a accusé d'avoir diminué de 20 000 les postes de policiers, et donc je pense que cela a pu avoir également une conséquence sur le scrutin. Au final, le Brexit n'a pas beaucoup joué, ça s'est joué sur le terrain sécuritaire et sur l'aspect économique et social. Alors c'est la question que j'allais vous poser, finalement, dans quelle mesure est-ce que les Britanniques n'ont pas intégré que le Brexit était là, Scofield, pardon, et qu'ils se disent donc, bon, le Brexit c'est fait, qu'il soit dur, doux, peu importe, on n'en parle plus. Parlez-nous d'autre chose, ce qui n'est pas intervenu finalement, ce que vient de... Oui, et ce qui est intéressant, parce que je sais que les conservateurs ont beaucoup fait campagne dans le Nord, dans ces circonscriptions où il y avait normalement une forte majorité Labour, mais où beaucoup de gens, de modestes gens qui ont basculé vers le UKIP et ont voté pour le Brexit. Donc les conservateurs croyaient que beaucoup de ces votants-là seraient maintenant attirés vers les conservateurs et ne rentreraient pas dans la case Labour. Mais peut-être, beaucoup de ces votants-là... A priori, pardon, je vous interromps, mais Newcastle, qui est dans le Nord, premier résultat ce soir, c'est majorité Labour. Hein. Oui, exactement. Mais il y a des circonscriptions où rien mais donc pari perdu que vous décrivez. Oui, mais il faut chaque chose... apparemment. Le Labour a gagné 2 points. Voilà. Donc ce pari-là où beaucoup de votants désintéressaient définitivement le Labour parce qu'ils étaient une partie menée par une clown, tout ça, ça pari ça a échoué totalement. Je pense que ça vaut la peine de dire quelques mots sur Jeremy Corbyn parce que c'est l'autre enjeu de cette élection. Tout le monde a quand même, on a commencé aussi en disant ce sera une défaite terrible pour le leader de l'opposition et aujourd'hui, en fait, il sort plutôt gagnant. Il y a 2 mois, on a pensé que c'est peut-être fini pour lui en juin et il sort encore une fois renforcé et ça change la donne politique en Angleterre. Oui, mais est-ce qu'il pourra jamais gagner? C'est ça le problème. C'est la politique est totalement déboussolée maintenant que ça. Je pense que cette lune de miel pour Jeremy Corbyn sera de courte durée. Le plus étonnant pour moi, c'est que lui qui promet de transformer le Royaume-Uni en Venezuela, il a réussi... Je sens qu'il n'y a pas du tout d'exagération dans votre propos, Jeremy Stubbs. Je vois que... Non, mais il a eu un programme très à gauche, c'est vrai. Oui, vous n'avez pas lu son manifeste. On sentait une pointe de provocation, c'est pour ça que je me suis permis. En fait, non. Pas spécialement. Pas spécialement, il faut le dire. Mais non, c'est vrai que les mesures, oui, bien sûr, tous les manifestes sont un peu flous sur ceci et cela, mais il faut dire que quand même, et je dois dire, à la différence d'autres manifestes travaillistes dans le passé, celui-ci est particulièrement à gauche, particulièrement difficile à croire. Oui, mais alors, il y a justement en parallèle, et je l'ai fait déjà tout à l'heure, qui est très intéressant, on a suivi les élections américaines cette année, avec un candidat côté démocrate qui était très à gauche, qui s'appelait Bernie Sanders, qui était un peu plus âgé, qui rappelle en un sens Jeremy Corbyn, qui n'était pas très populaire au sein même de son parti, et qui lui aussi a su parler à la jeunesse, Yvan Le Connell. Et c'est un peu le même schéma que l'on observe aujourd'hui en Angleterre. D'ailleurs, pour revenir d'abord sur le programme de Jeremy Corbyn n'est pas fondamentalement très différent du programme de Ed Miliband, qui était critiqué pour être plutôt de gauche.
en 2015. Si on regarde les propositions, ce qui est différent, c'est l'image et comment dire, l'orientation qu'incarne Jeremy Corbyn par sa personne. Et c'est en cela que effectivement on est un peu dans la même logique que la logique Bernie Sanders, c'est-à-dire une logique où finalement les gens cherchent l'authentique. Ils cherchent quelque chose qui ne soit pas du politicard classique. Ils cherchent quelqu'un d'un peu différent, même si la personne est en dehors du mainstream, quelqu'un qui n'est pas dans la langue de bois. La sincérité. La sincérité. Ça joue dans toutes les élections aujourd'hui, aux États-Unis, en Angleterre et en France aussi, je crois. Et il a été même si la sincérité, je suis pas sûr que ce soit le maître mot de l'élection américaine. Hein. Je crois que le vote est plutôt un vote de sanction contre Theresa May qu'un vote pour ça aussi. Jeremy Corbyn. Oui, parce que Jeremy Corbyn a un programme extrêmement à gauche, le plus à gauche depuis 1983, avec le fameux leader Tony Benn, qui effectivement est donc c'était une gauchisation du Parti travailliste, mais force est de constater qu'il a reçu l'appui de ses troupes et des électeurs, mais dans un état d'impréparation complet. Il n'a pas su chiffrer quelle serait sa politique en matière d'enfance. Il a été surpris en train de taper sur sa tablette pour savoir combien coûterait sa politique. Diana Abbott, qui était sa potentielle ministre de l'Intérieur, a été une véritable catastrophe pendant cette campagne, parce qu'elle était incapable de chiffrer le coût d'un renforcement de la police. Donc, et d'ailleurs, il l'a destituée il y a 2 jours. Elle n'est plus ministre de l'Intérieur potentiel de Jeremy Corbyn. Donc il y a eu quand même énormément de... Et ce qui est d'autant plus étonnant, excusez-moi, mais c'est qu'il ait pu conquérir 25 sièges de plus, alors que ce parti n'avait jamais été aussi à gauche depuis 30 ans. Mais c'est un peu comme dans le premier tour en France, on vote en sachant qu'il ne va pas gagner. Donc on est un peu libéré. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité qu'il gagne, donc on se dit, bon, on va voter pour sanctionner celle qui se pose comme le grand chef de la patrie. Mais finalement, la Grande-Bretagne n'échappe pas, on l'avait déjà vérifié au cours du référendum sur le Brexit, la Grande-Bretagne n'échappe pas à un mouvement global, mondial, peut-être encore plus européen, sur une forme de radicalisation des pensées politiques. Et ce qui profite sans doute aux travaillistes ce soir. C'est un mouvement qui est engagé depuis un long moment finalement. Hein. Oui, mais demain, qu'a dit Jérémy Corbyn ? Il voulait nationaliser, enfin je ne me trompe pas, les chemins de fer, tout, enfin les services publics. Et donc, vous imaginez, nationaliser, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de concurrence, ce serait assez contraire aux règles de concurrence de l'Union européenne. Son programme est somme toute irréaliste, il est resté complètement dans le flou pour savoir comment il allait financer tout son programme social, notamment dans le service national de santé, dont on peut dire effectivement qu'il est en mauvaise santé, mais également il a proposé de supprimer les droits d'entrée à l'université des jeunes qui coûtent de l'ordre de 9 à 10 000 livres, ce qui est extrêmement cher. Comment doit-il financer ? Il a proposé une augmentation assez considérable des impôts, notamment pour les plus aisés. Mais ce programme, moi j'ai l'impression de revivre le programme commun de la gauche en 1981. Oui. Prenons note sur les questions clés dans la politique au Royaume-Uni maintenant. Jeremy Corbyn, il veut pas revenir sur le référendum, donc il y aura un Brexit. Cette tonalité est différente et son historique et son croyance à lui dans les questions de l'Union européenne est quand même assez mitigée. Donc sur cette question-là, je pense pas que ça changera grande chose. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on pourra imaginer un gouvernement maintenant mené par Jeremy Corbyn? Est-ce que ça, c'est dans le royaume des possibilités pour demain? Evan O'Connell, alors défendez quand même votre candidat parce qu'il a été durement attaqué sur son programme. Alors, il faut tout de même rappeler que pour ceux qui disent que la nationalisation des chemins de fer n'est pas possible, il faut regarder la France où la SNCF appartient toujours à l'État. Il faut regarder les dépenses. Il y a la concurrence sur des... Il y aura de la concurrence totale à partir de 2022. Cela ne veut pas dire que la SNCF sera vendue. Ça reste un service public, mais ça reste un service public, mais il y aura de la concurrence. Sur les dépenses de santé, le Royaume-Uni dépense nettement moins que beaucoup d'autres pays en Europe. Il y a de la marge pour faire une politique plus à gauche, tout en restant un pays compétitif sur le plan européen, que le Royaume-Uni soit plus ou moins proche de l'Union européenne économiquement. La phrase de Evan est peut-être très juste. On peut faire une politique plus à gauche, mais pas autant à gauche que Jeremy Corbyn.
Et Jeremy Corbyn, c'est vraiment, on a utilisé cette expression pendant la campagne, the magic money tree, c'est-à-dire l'arbre Afrique magique, on peut dire. On est dans un monde ce message n'a pas marché, n'a pas pris. Oui, parce que, je dois dire, on est dans un monde parallèle ici. On est dans un monde parallèle. Sauf que moi, je ne suis pas travailliste, je ne défends pas Jeremy Corbyn, mais le monde parallèle que vous décrivez semble plaire aux Britanniques et aujourd'hui font progresser les travaillistes de façon significative par rapport à ce qui était attendu. Mais on revient à cette idée, et je pense que c'est vrai, d'un vote sanction. Donc il ne faudrait pas y voir un engagement de la part du public pour ce genre de programme ultra-gauchiste. Non, et puis à une authenticité, vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, les électeurs, c'est une nouvelle forme de débat politique. On recherche l'authenticité. Et je crois que Jeremy Corbyn, au-delà de ses défauts, en quelque sorte, a été très sincère, très proche du peuple. Par exemple, hier, on l'a vu voyager en train pendant que Theresa May prenait un jet privé. Donc tout ça, eh bien, ce sont des symboles. Et je crois qu'en politique, eh bien, les symboles sont importants. Et il est allé dans les services nationaux de santé, il est allé à l'hôpital, il a consulté. Et je crois qu'il y avait véritablement un besoin de changement qui rappelle un peu Bernie Sanders aux États-Unis. Est-ce que je pense qu'il y a très peu de chances que Jeremy Corbyn soit Premier ministre. Mais l'état de l'opposition compte, et surtout dans une situation où le gouvernement est affaibli. On entend ici en France maintenant, les partis d'opposition, les partis qui ont perdu le présidentiel, plaident pour avoir une opposition forte. Et c'est la même chose en Angleterre. Si l'opposition est plus forte, ça va changer les donnes, et ça va changer les donnes dans les négociations pour les Alors, tout se joue sur exactement quel sera le chiffre final des conservateurs et le chiffre final des travaillistes. Alors justement, j'allais vous poser une question, pardon de vous interrompre à ce sujet-là, mais il y a une 60aine de sièges ce soir qui sont impossibles à projeter tant les écarts sont resserrés. Ce qui me conduit à cette question, est-il possible en Angleterre d'avoir une forme de gouvernement d'ouverture ou de gouvernement de cohésion nationale? S'il y a un écart si faible entre les deux partis principaux, est-ce qu'on peut imaginer que Theresa May ou Boris Johnson arrivent au pouvoir emmenant dans son gouvernement des gens venant d'autres partis? Oui, Jean-Baptiste, en temps de guerre. Oui. D'accord, votre réponse est assez claire, je crois. Mais c'est peut-être la guerre. Oui, c'est justement la guerre. Il y a peut-être une forme de guerre. Terroriste, puisque Theresa May a dit qu'elle voulait revoir la loi sur les droits de l'homme en Grande-Bretagne, donc elle considère qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et il y aurait mais ce genre de propos, justement, tend à éloigner les travaillistes des conservateurs quand on s'en prend aux droits de l'homme d'une telle façon. Moi, ce que je vois, c'est que si les conservateurs sont plutôt à 300, il y a une possibilité très très petite que Jeremy Corbyn puisse construire une majorité très instable. C'est 650 en tout, donc 325 c'est la majorité. Si c'est 314, je pense qu'il y aura un Premier ministre conservateur qui ne sera pas Theresa May, qui prendra le relais à la tête d'un gouvernement minoritaire soutenu par certains petits partis. Stéphanie Zenati est à Londres pour BFM TV. Stéphanie, deux enseignements ce soir sur les projections. Alors on a deux résultats, dans le Nord à Sunderland et Newcastle qui donnent le Labour en tête. Les projections disent deux choses. Que ce sera extrêmement serré premièrement, et deuxièmement, quoi qu'il advienne ce soir, on sait que pour Theresa May, à titre personnel, c'est une défaite. Absolument, si ces projections se confirment, c'est un échec pour Theresa May. Le pari est totalement perdu puisque c'est elle qui avait convoqué ces élections anticipées le 18 avril dernier. Elle voulait renforcer sa majorité à l'Assemblée où elle disposait d'une avance de 17 sièges. Et bien là, avec les projections dont on dispose, 314 sièges, elle perdrait donc la majorité absolue. En revanche, les travaillistes, eux, avec plus de 34 sièges supplémentaires, eh bien, ils sortiraient renforcés de ce scrutin. Alors bien évidemment, tous ces chiffres, on l'a dit plusieurs fois ce soir, ne sont que des projections. Il faudra attendre demain pour connaître les résultats définitifs et officiels. Mais d'ores et déjà, pour la Première ministre, on sait que la suite va être compliquée puisque son objectif, c'était d'augmenter sa majorité, d'asseoir sa majorité à la Chambre des communes pour aller négocier en force le Brexit à Bruxelles. Des négociations qui doivent débuter d'ici les prochains jours puisque tout cela doit se mettre en place à partir du 19 juin prochain.
Stéphanie Zenati qui est à Londres ce soir pour BFM TV avec Dominique Le Picard. Merci à tous les deux. Évidemment, les résultats sont extrêmement serrés, mais c'est un séisme, ce qui se passe ce soir, Marc Dean, en Grande-Bretagne. Ça veut dire que ce pays qui a traversé un premier séisme avec le Brexit il y a un an, auquel personne ne croyait en un sens, en tout cas pas les politiques qui se battaient contre cette idée, aujourd'hui est traversé par une nouvelle crise potentielle? Crise potentielle, tout à fait. Et dans le pire des cas, et c'était dit ce soir par Ed Balls, qui est un ancien ministre travailliste, que le pire des possibilités, c'est qu'il y aura une autre élection. Oui. Oui, absolument. On peut imaginer ça vraiment? Oui. Ah oui, tout à fait. Une période d'instabilité. C'était en 70, il y a 2 élections. Non, 72, il y a 2 élections. C'était quelle année? Il y a 2 élections dans un an, mais ça se passe. Mais ça, 74. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a un Premier ministre qui est nommé et qu'il demande à nouveau au Parlement des élections immédiatement? C'est ça que ça signifie? On essaye pendant une période. Personne n'est la majorité et que Theresa May, toujours Premier ministre, ou le nouveau leader du Parti conservateur, avec Theresa May qui n'a pas eu de remplaçante, appelle à de nouvelles élections. Ça pourrait arriver, clairement. Oui, c'est en train de devenir le sport national. Élection, référendum. On ne peut pas passer 6 mois sans consulter le peuple, apparemment. C'est la maladie de la démocratie. Certes. Mais la personnalité la plus fameuse de cette élection, c'est une dame de Bristol, qui au début, quand on a annoncé l'élection, elle a dit « Non, pas encore une élection, je vous en prie, non, pas encore. » Parce qu'on a eu Écosse, on a le référendum, on a eu Brexit, on a les élections de 2015. Mais ça compte, parce qu'il y a un sentiment dans la population que c'était très cynique de la part de Theresa May d'avoir fait ça. Et ça, je crois que ça a compté aussi dans le résultat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des indications, parce que vous êtes tous aussi en ligne avec vos différents liens en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez des indications de la participation et de la façon dont les choses se sont passées ce soir sur l'envie, en tout cas, de participer à ce scrutin. Evan O'Connell, chez les travaillistes, est-ce qu'il y a une mobilisation du parti, une mobilisation des troupes sur le terrain? Est-ce que du côté des conservateurs, ça a été pareil? On a été sur les marchés, on était dans la rue, chercher des voix et jusqu'au dernier moment en se mobilisant très fortement. Alors, moi, je ne peux parler que anecdotiquement, de toute façon. Moi, les remontées que j'ai eues, effectivement, c'était qu'il y avait une vraie énergie, un vrai engouement, qu'il n'y avait pas en 2015, par exemple. Après, le terrain ne vaut ce qu'il vaut. C'est en partie l'enthousiasme des troupes. Il faut dire que Corbyn est très populaire auprès des militants travaillistes et donc forcément il y a eu des militants en beaucoup plus grand nombre qu'il y a 2 ans d'ailleurs qui sont allés battre le pavé, enthousiastes, fiers de porter le message de leur candidat. C'était la même chose chez les conservateurs ou pas, Jeremy Stubbs, à votre connaissance? Oui, bien sûr. Il ne va pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire, beaucoup de confiance. J'ai bien sûr beaucoup de contacts. On voit que les gens étaient sur les places de marché, étaient dans la rue. Il y a une grande mobilisation des 2 côtés, ou de tous les côtés même. Et donc, c'est peut-être en partie cette grande mobilisation qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment, comme on dit en anglais, stalemate. C'est-à-dire, c'est le point neutre en quelque sorte. Oui, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est les Écossais, les nationalistes écossais, même si leur siège a diminué. Ils sont pro de Union européenne. Il y aura les députés irlandais, même il y aura un petit calcul. On a vu qu'il y avait des élections régionales avec les partisans de l'Union européenne. Donc, que vont faire ces gens-là? Ils vont certainement pas favoriser une coalition qui serait pro-Brexit dur. Donc, ce sera un élément très important. Et deuxièmement, cela va compliquer la tâche sur les négociations, comme vous disiez, sur le Brexit, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, après tout, elle aimerait avoir un gouvernement qui soit stable sur les négociations. Et là, finalement, on va se retrouver avec un gouvernement très affaibli, qui ne sera pas en situation de faire un Brexit dur, mais on ne sait même pas s'ils seront en situation de négocier correctement. Je rappellerai que les négociations sont censées commencer le 19 juin, et donc cela ouvre une nouvelle période d'incertitude en Europe également. Plutôt bonne nouvelle pour Bruxelles ou pas? Bonne nouvelle dans un certain sens, en disant que ça peut être un Brexit un peu plus doux, mais quand on n'a pas en face de soi un gouvernement qui est fort et qui donne sa parole sur un certain
certain nombre d'engagements politiques, ça peut être une source d'affaiblissement et d'inquiétude pour l'Union européenne. Non, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que il y a, vous l'avez bien souligné, il y a les partis de l'Irlande du Nord aussi, les partis unionistes, c'est-à-dire plutôt côté protestant, pro-union, maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Ces partis-là ont tendance, surtout le UUP et depuis peu de DUP aussi, ont tendance à s'allier plutôt avec les conservateurs et étaient plutôt pro-Brexit. Si les conservateurs se retrouvent avec justement à peu près le chiffre qu'ils ont maintenant, ils seront à peu près exactement au point de la majorité avec les partis protestants. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. Merci à la partie anglophone de cette table qui a accepté de vous parler en français pendant 1h30. Merci beaucoup pour cet effort ce soir avec nous sur BFM TV. Dans un instant, Céline Pitlet vous raconte l'ensemble de ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne avec les projections, les premiers résultats. Passez une belle nuit. Je vous retrouve lundi à 22h pour Grand Angle. Et avant ça, dimanche, journée exceptionnelle législative en France. À dimanche.